Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je pense que le live a dû démarrer. Bienvenue à notre webinaire Shipping Days. Je m'appelle Francis Grimaud, je suis président de l'Union maritime de La Rochelle, membre fondateur de l'association Shipping Days, et je vais vous présenter en quelques minutes, avant de laisser la parole à nos intervenants et à Michel Puraza, l'objet de notre webinaire du jour. Donc, quelques mots pour vous expliquer que l'association Shipping Days a été créée il y a tout juste un an par trois entités que sont l'Union maritime de La Rochelle, le Grand Port maritime et le groupe MKF, Maritime Kuhn France. Dans un esprit de filière, comme nous avons su le faire pour la Bourse maritime agricole ou le développement des EMR, par exemple, et selon un modèle de fonctionnement qui s'est avéré fonctionnel et efficace. Ce projet est ambitieux puisque nous sommes partis du constat que la France n'avait pas à ce jour d'événements, de salons spécifiques dans le domaine du breakbulk, et nous avons pris le pari d'organiser à La Rochelle le premier salon en France visant à promouvoir le marché de la logistique, des marchandises diverses, des marchandises roulantes, des projets industriels, des colis lourds. Notre ambition est de créer un salon international pour un véritable rendez-vous d'affaires du monde maritime, portuaire et industriel, avec le souhait de nous retrouver tous les ans à La Rochelle. Malheureusement, la crise du Covid sévit encore durement depuis maintenant presque 2 ans et nous a obligés encore récemment à annuler notre première édition de 2022. Et nous avons jugé utile, malgré tout et pertinent, de faire intervenir aujourd'hui 4 personnalités incontournables du monde industriel, maritime et portuaire, afin de vous proposer une réflexion autour des enjeux de la logistique portuaire et de ses performances, pour qu'ensemble, nous puissions contribuer à améliorer le passage portuaire par nos ports de France. Je vais passer la parole à Michel Puraza, président du directoire du GPM de La Rochelle, et pour la circonstance, fondateur à nos côtés de l'association Shipping Days. Michel, si tu veux bien. Oui, merci Francis. Bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, merci à nos intervenants que je présente, qui sont avec nous pour pouvoir participer à ce webinaire sur la logistique portuaire. Donc il y a Frédéric Moncani de Châtenay qui arrive à l'instant. Bonjour Frédéric. Jean-Pierre Chalut, président de l'Union des ports de France. Christian de Tinguy, président de l'Union nationale des industries de la manutention. Frédéric étant, je ne l'ai pas dit, mais président du cluster maritime français, mais enfin, qui ne le connaît pas, dans le monde portuaire. Alors, merci à tous. Donc voilà, l'objectif de ce webinaire, c'est de partager, en fait, de faire un point sur la performance de la logistique portuaire, faire un tour des enjeux et des perspectives qui visent à rechercher plus de performance, une meilleure compétitivité. Alors, il y a un an, les acteurs de la logistique s'engageaient au travers d'une charte, donc à veiller à ce que justement cette compétitivité soit affermie, soit plus solide, soit plus forte, à améliorer l'attractivité et la performance des ports français. Et donc, l'idée, c'était de faire notamment un point un an après, sachant que le contexte particulier que nous connaissons tous en ce moment fait qu'il y a d'autres turbulences, mais malgré tout, dans cette action de fond importante qui a été menée, c'est de voir un an après où est-ce qu'on en est dans la mise en œuvre de cette charte, en particulier les avancées qu'on a pu obtenir, mais également les points d'amélioration qui restent engagés. Encore une fois, je le disais, nous sommes dans une dynamique qui est plutôt de croissance actuellement dans les ports français, dans cette période un peu troublée. Donc, pour commencer, Frédéric, bonjour. Je sais que le cluster maritime français a été très actif dans l'élaboration de cette charte. Est-ce que tu peux nous restituer un peu les enjeux de cette charte et faire un peu état de l'actualité dans ce domaine, si tu en es d'accord? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, tout à fait. Merci. Simplement, Michel, tu es un peu faible d'un point de vue son. Alors, c'est peut-être ma machine, mais c'est un petit peu juste quand tu t'exprimes. Oui, alors peut-être un petit peu de genèse de cette charte de la logistique portuaire, maritime et fluviale qui a été signée, comme tu le rappelais, au mois d'octobre 2020.
d'abord, il faut rendre, je dirais, à César ce qui appartient à Christian. Christian de Tinguy, qui est avec nous, a été le premier à nous alerter sur une redistribution forte des cartes portuaires, je vais dire ça comme ça, des cartes de la logistique, qui était en train de s'opérer. Et ça a été dès le mois de mai 2020, suite effectivement à cette pandémie. Personne ne mesurait bien l'impact complet que ça allait avoir, mais en tout cas, on voyait bien qu'il allait avoir une redistribution en termes de positionnement, en termes de souveraineté, en termes de flux. Et que dans ce cadre-là, il était important que, pour faire simple, on joue la solidarité nationale au maximum. On voit que cette alerte primaire qui nous avait été envoyée était quand même plutôt visionnaire, puisque aujourd'hui, et ça vient d'être dit, les ports français sont plutôt dans un contexte de croissance. Est-ce que c'est une croissance pérenne ou est-ce que c'est une croissance, on va dire, d'opportunité? Je pense que d'ailleurs, il ne tient qu'à nous, en fait, que ça devienne pérenne. Mais en tout cas, il faut évidemment utiliser cette dynamique. Et donc, fort de cette alerte, pour aller rapidement à l'essentiel, avec le secrétaire général de la mer, donc dans le cadre du comité France Maritime, qui, je le rappelle, est une association publique-privée du secrétaire général de la mer, qui regroupe l'ensemble des administrations ayant à travailler, qui ne regroupe pas, mais qui a l'autorité du Premier ministre sur l'ensemble des administrations ayant autorité à travailler pour la mer, et le cluster maritime français qui, comme tu l'as dit, regroupe une très très grande majorité des acteurs du maritime en France. On s'est mis au travail pour voir voilà, comment on pouvait avancer sur un engagement de solidarité, on va dire ça comme ça, entre les différents acteurs. Au début, c'était très portuaire, puis évidemment, on l'a élargi à la logistique, puis évidemment, on l'a élargi au maritime au sens armatorial du terme. Et puis, évidemment, et c'était la continuation tout à fait normale, le fluvial est venu aussi se mettre dans cette charte. Et donc, comment on pouvait transformer cette intention en une charte entre tous les acteurs, mettre tout le monde autour de la table. Il y a rapidement eu je dirais, une charte, ou plus exactement un engagement parallèle qui était très important, c'était d'avoir évidemment une fiabilité portuaire au sens des mouvements sociaux. Et ça aussi, ça a été travaillé. Et donc, on a abouti au texte que beaucoup connaissent et qui est en ligne sur le site du ministère des Transports. C'est une charte d'ailleurs co-signée ministère de la Mer, ministère des Transports, puisque entre-temps, en juillet 2020, le ministère de la Mer avait été créé. Bien. Alors aujourd'hui, où est-ce que l'on en est? Nous avons des réunions régulières de suivi de cette charte, qui sont, comme c'est marqué d'ailleurs dans le texte, qui sont organisées par de la mer, par l'équipe du secrétaire général de la mer et du cluster maritime au sein de ce fameux comité France Maritime. Avec la définition d'indicateurs pour pouvoir justement mieux mesurer. Je crois que c'est la première avancée significative qu'il faut souligner, c'est de rentrer un peu plus dans le cœur de la machine pour avoir des indicateurs, un tableau de bord qui permet de mesurer finalement la compétitivité, les parts de marché que les ports français peuvent avoir. Et puis, et c'est loin d'être négligeable, ça a quand même donné des effets de solidarité. On a vu des chargeurs, des donneurs d'ordre reroutés sur les ports français, qui étaient évidemment extrêmement attendus. Mais bien évidemment, on n'est pas arrivé, et loin de là, au bout du chemin. Pour nous, le bout du chemin, d'abord, il n'y en a pas, c'est une dynamique, mais il faut effectivement que
dans ce cadre mouvant, parce qu'en même temps, on avait, je crois, en tout cas moi je ne l'avais pas prévu, mais je ne pense pas que mes collègues autour de la table le diront plus que ça, mais ce déséquilibre du transport maritime mondial que l'on connaît particulièrement dans le champ du conteneur aujourd'hui n'avait pas été anticipé. Enfin, qui pouvait anticiper une telle reprise et qui pouvait anticiper un tel goulet d'étranglement que constituerait le transport maritime dans son ensemble entre les armateurs, les ports, même si je crois que la France, tant par son armateur au conteneur principal, qui est CMA-CGM, que tant par ses ports, fait plutôt bonne figure dans cette résolution de ce goulet d'étranglement. Mais donc ça veut dire que, peut-être pour conclure, parce que je ne voudrais pas être trop long, mais pour moi, et je me permettrai de donner quasiment une expérience personnelle, mais ancienne, j'ai toujours été frappé, je dirais, de l'inertie des flux. Alors c'est quoi l'inertie des flux quand je dis ça? C'est que les opérateurs, quels qu'ils soient, quand ils ont un circuit logistique établi, qui marche, qui connaissent bien, dont ils ont, pour faire très simple, les numéros de téléphone, les connaissances et les tarifs, avant de faire rerouter ou de faire diverger un flux logistique sur une autre voie, il faut vraiment qu'il y ait une attractivité forte et une confiance forte. Et c'est peut-être tout l'enjeu de notre travail en ce moment, c'est de montrer qu'à l'occasion de cette pandémie, des flux logistiques nouveaux sont apparus, qu'ils sont fiables, qu'ils sont sûrs, qu'ils sont compétitifs, qu'ils sont français, d'aller reconquérir la confiance et surtout j'allais dire le confort d'utilisation pour les donneurs d'ordre de ces flux logistiques. Merci Frédéric. Effectivement, c'est le cœur du sujet, c'est de faire en sorte on montre notre réactivité, en fait, notre capacité à faire face à toute difficulté et le fait de pouvoir agir, de consolider, notamment à travers des réseaux de nouveaux flux logistiques que l'on essaie de construire. Christian de Tinguy, donc président de l'Union nationale des industries de la manutention. Christian, bonjour. Donc l'UNIM œuvre bien sûr beaucoup dans la compétitivité effectivement des ports français, de la performance de la logistique. Donc il y a notamment un beau document qui a été établi, voilà, un destin maritime et portuaire au long cours, donc que vous avez construit et que nous avons eu l'occasion d'ailleurs d'entendre lors de l'Assemblée générale à Bordeaux il y a quelques temps. Alors, votre tour côté des manutentionnaires, comment vous voyez la suite? Merci Michel. Oui, peut-être en deux mots pour nos téléspectateurs, c'est ce qu'est l'UNIM. L'UNIM, c'est donc l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français. Donc, on représente la filière nationale aussi bien en métropole qu'outre-mer de la manutention portuaire, donc qui est plutôt un peu la partie, on va dire, privée des échanges qui se passent dans un port. Ça représente l'ensemble des ports, évidemment, et une centaine d'entreprises aujourd'hui qui sont gérées au sein de l'UNIM. Alors effectivement, notre combat, si on peut appeler ça comme ça, c'est d'améliorer, et il y a du boulot, l'attractivité et la compétitivité des ports français. Mais il faut aussi, il faut quelquefois oublier un peu les vieux démons. Et un port n'est pas une fin en soi. Un port, ce n'est qu'un maillon dans une chaîne logistique. Et il est important, quand on parle de compétitivité, d'attractivité, donc pas de regarder que le port lui-même, l'entité portuaire, là où il y a les échanges de marchandises, mais il est important de regarder l'axe. C'est-à-dire que si on prend le cas du port du Havre, le port du Havre n'est pas, deviendra attractif et compétitif si l'axe entre la région parisienne, par exemple, ou d'autres secteurs en France géographiques vers le Havre sont aussi compétitifs que l'axe en direction soit des ports du Nord, Anvers-Rotterdam, soit des ports de Méditerranée que peuvent être les ports italiens ou les ports espagnols, si on parle de Marseille-Fos. Donc, c'est bien cette notion d'axe qu'il faut regarder aujourd'hui, d'axe logistique, de chaîne logistique, quand on veut on veut pouvoir comparer la compétitivité et l'attractivité d'un port. Un port se développe finalement sur deux secteurs.
un port se développe s'il est capable d'aller chercher les marchandises d'une manière compétitive le plus loin possible. Donc, lorsqu'on est en France, au bout d'un continent, il faut aller chercher la marchandise plus loin dans le continent, et donc il faut être compétitif aussi sur tout le transport intérieur. Et ça, vous savez que, bon, en France, mais aussi peut-être en d'autres pays d'Europe, en tout cas en France, ce n'est pas notre fort. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis l'autre secteur de développement d'un port, c'est tout ce qui peut rester, être transformé dans le port. Donc ce sont soit des implantations industrielles, soit des implantations logistiques. Dans ce cas-là, les marchandises sont débarquées dans le port et sont acheminées vers des entreprises, qu'elles soient logistiques ou industrielles, pour leur transformation, et après repartent en produits finis ou en colis lorsqu'il y a de la déconcentration. Donc, vous voyez, il y a bien deux, on va dire, deux axes de développement pour un port. C'est aller chercher la marchandise plus loin et avoir le maximum de marchandises qui aussi restent et transitent par le port avec de la transformation locale, avec de la valeur ajoutée locale, et qui peut rendre aussi, d'ailleurs, le flux, dans ce cas-là, encore plus captif que pour ceux qu'on va capter à l'autre bout du continent. Donc, vous voyez, ces deux axes de développement, l'UNIM participe bien sûr à son attractivité, sa compétitivité. Sur l'attractivité, Frédéric en a parlé tout à l'heure, ce qui a un peu déclenché la signature de la charte en 2020, c'est l'extrême signe, enfin la force de la résilience qu'ont montré les terminaux français au moment du démarrage du premier confinement, c'est-à-dire mi-mars 2020. On a vu que finalement, les terminaux, alors qu'on nous disait de rester chez nous et de ne rien faire, eh bien les terminaux, eux, ont continué à tourner et ont montré qu'ils voulaient absolument tourner. Ils voulaient absolument montrer on va dire le phénomène essentiel du commerce extérieur pour nos approvisionnements, pour que les supermarchés continuent à tourner, pour que les usines continuent à tourner, etc. Et cette résilience a été pour nous un signe qu'il y avait moyen de redonner la confiance aux donneurs d'ordre des chaînes logistiques import-export en France. Et il fallait le mettre noir sur blanc, et ça fait l'objet de la charte que Frédéric a évoquée tout à l'heure. Donc cette attractivité-là, elle repose évidemment sur les investissements que nous devons savoir faire dans les ports, et elle repose aussi sur la fiabilité globale, sociale, la dimension finalement de l'outil que nous mettons en œuvre chacun sur nos différents terminaux dans les ports français. Cette adéquation, on va dire, de l'outil, de l'humain dans le port, ça repose sur pas mal de paramètres. Le premier paramètre, l'investissement, parce qu'évidemment, avant de commencer à tourner, il faut investir. Notre souci dans les ports français, c'est un souci de domanialité. Alors là aussi, beaucoup de travail a été fait. Vous savez qu'avec les différentes réformes, le mode de fonctionnement, de répartition des investissements a été revu à travers les 30 dernières années. Et en particulier, maintenant, l'investissement, on va dire, l'investissement principal pour la manutention au sens large dans un port, c'est l'opérateur de manutention qui investit. Donc ça, c'était à l'issue de la loi de 2008. Le problème, c'est après comment on gère cette domanialité, puisque l'investisseur, qui est l'opérateur de manutention, l'opérateur de terminal, va investir sur le domaine public maritime. Et le domaine public maritime, vous savez, c'est une vieille histoire, puisqu'elle date de plusieurs siècles en France, et elle n'est pas forcément, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'avantage de celui qui s'installe. Donc ça, c'était aussi tout un travail qui a été accompli avec l'UNIM et le gouvernement et l'UPF pour arriver à rendre plus attractif, ça fait partie de l'attractivité, les investissements sur le domaine public maritime. Donc il y a les conventions de terminal qui ont été mises en place même avant la loi de 2008, mais je dirais l'essai a été transformé avec la loi de 2008, qui ont permis à des investisseurs d'investir plusieurs centaines de millions d'euros à Port-de-Mille aujourd'hui au Havre. C'est à peu près 600 millions d'euros
d'investissements qui ont été réalisés par les deux groupes opérateurs de Port de Lille. Donc vous voyez que c'est extrêmement important de pouvoir fiabiliser les investissements. La LOM récemment, et on a beaucoup travaillé aussi avec le gouvernement et l'UPF pour mettre en place un article dans la LOM qui permet de sécuriser les conventions de terminal qui avaient été malmenées par une décision, on va dire une jurisprudence administrative sur un terminal un peu plus au sud que La Rochelle, mais qui s'appelle le Verdon et qui avait eu le malheur de n'avoir jamais fait de conteneur de sa vie, qui n'en fera sans doute plus jamais d'ailleurs, mais avait contraint les conventions de terminal à devenir des concessions de services qui sont absolument non compétitives et qui ne représentent absolument pas ce qui se fait dans la concurrence européenne. Donc là aussi, beaucoup de travail pour que la fameuse loi d'orientation sur les mobilités puisse permettre aux conventions de terminal de continuer à exister. Donc vous voyez, en permanence, il faut avancer étape par étape. Et je dois dire, et il faut le reconnaître, que nos discussions, nos travaux se passent plutôt bien. On a une bonne écoute au niveau national, aussi bien avec la partie administrative et politique qu'avec les intervenants publics et privés. Et là, je rends hommage pour ces travaux au comité France Maritime que co-préside Frédéric Moncani de Saint-Aignan avec le secrétariat général de la mer. C'est un excellent outil à la fois d'études et de décision. Il est public-privé et nous pensons au sein de l'UNIM que c'est la solution. Donc au niveau national, on arrive à travailler parce qu'on met autour de la table aussi bien les décideurs publics que les décideurs privés et régionaux, puisque au comité France Maritime, les régions littorales sont représentées aussi. C'est vraiment le moyen d'arriver à avancer. Si on arrivait à faire ça d'une manière établie dans les ports français, je pense, et au niveau des ports, c'est-à-dire au niveau des décisions des ports, au niveau de la gouvernance des ports, on arriverait vraiment je pense, à transformer l'essai. Il reste encore pour nous ce petit déclic qui manque encore dans certains ports. Et je le dis d'autant plus facilement que je sais qu'à La Rochelle, et nous avons la preuve en face de nous, on a le président de l'Union maritime à côté du président du directoire dans la même salle et qui s'exprime en même temps. Ben, je peux vous dire que ce n'est pas le cas dans l'ensemble des ports français, en tout cas pas dans tous. Et pourtant, c'est à quoi on doit arriver. On arrivera à améliorer les choses, à être compétitif et attractif à partir du moment où on co-gère. Aujourd'hui, on co-investit, mais ça s'est arrêté un peu à ça. On co-investit et chacun reste de son côté pour les décisions au sein de la gouvernance du port. Il faut absolument co-construire, co-diriger. C'est comme ça qu'une entreprise fonctionne. Et finalement, un port, c'est un écosystème où il y a plusieurs intervenants, plusieurs investisseurs, plusieurs opérateurs. Il faut que ce petit monde arrive à construire. Et il faut qu'on arrive pour cela, et on a besoin de l'aide de tous, à balayer l'argument qui aujourd'hui nous empêche de le faire, qui est un fameux potentiel conflit d'intérêts. À partir du moment où on est dans un intérêt commun, dans un intérêt général commun, nous devons faire face à ces problèmes de conflit d'intérêts. Ça se gère, comme dans les chambres de commerce, comme dans les communes, dans n'importe quelle commune de France, on gère les conflits d'intérêts entre les élus et la commune. Il faut absolument qu'on arrive à sortir de ça de telle manière à ce qu'on arrive à travailler, comme c'est le cas, encore une fois, dans certains ports, comme à La Rochelle, vraiment d'une manière efficace entre les acteurs publics et les acteurs privés. Voilà en quelques mots ce qu'il y a effectivement dans notre manifesto, le petit document qu'on a sorti pour notre Assemblée générale de Bordeaux, qui a eu lieu là au mois de septembre. Normalement, doit s'afficher à l'écran la première page avec le lien que vous allez mettra. Je ne sais pas si ça s'affiche. Enfin, en tous les cas, c'est sur le site de l'UNIM. Sur le site de l'UNIM, vous pouvez le récupérer en PDF. Voilà. Et vous voyez, c'est unim.org sur base documentaire. Et là, vous aurez ce document qui fait 4-5 pages et qui finalement résume en quelques mots à la fois nos actions, nos réussites et nos attentes. Merci Christian. Je ne peux que confirmer en plus le souhait qu'ont les unions maritimes des ports de France de participer
plus intensément aux stratégies des grands ports maritimes, mais c'est vrai qu'à La Rochelle, les choses se passent plutôt bien. Je passe d'ailleurs la parole à Michel, qui, je crois, voulait vous interroger. Je profite avant de poursuivre avec Jean-Pierre Chalut. J'en profite, Christian, parce qu'en fait, un de nos intervenants, malheureusement, ce matin, n'a pas pu venir, Olivier de la Laurencie, donc, qui est directeur du projet du champ éolien offshore au large de Saint-Nazaire. Et donc, il m'a fait état quand même des quelques points qu'il souhaitait mettre au débat aujourd'hui. Et j'en profite parce que certains de ces points ont d'ores et déjà été signalés par toi, Christian. Donc, le premier, c'est sur la question de l'investissement. Lui, il indique clairement que face à la filière éolien offshore, on a aujourd'hui un vrai défi, un vrai enjeu d'adapter les infrastructures portuaires pour pouvoir répondre à ce marché de demain. Donc, aujourd'hui, l'éolien posé, demain, l'éolien flottant. Et donc, il y a un vrai sujet sur le foncier et sur les investissements dans les ports. Une de ces questions, c'est est-ce que tous les acteurs, que ce soit les manutentionnaires ou les ports, se mettent bien en marche pour faire face à ce défi? Et le deuxième point de ces questions dont je fais état maintenant, c'est sur le sujet social. Alors, d'une part, il fait état des progrès importants qu'il a constatés pour tout ce qui est notamment santé et sécurité au travail. Il souligne les efforts qu'il a constatés sur le terrain dans plusieurs ports, hein, en particulier sur le port des équipements de sécurité, même s'il faut toujours aller plus loin dans ce domaine-là. Hein. Mais il y a un point sur lequel il a quand même quelques difficultés. Alors, même si tu signalais, Christian, que ça allait mieux, il y a quand même un sujet social qui reste un point d'inquiétude pour des investisseurs, en tout cas ceux qui assurent la logistique pour les champs éoliens offshore, c'est de devoir malheureusement encore de temps en temps subir des conflits pour des sujets qui ne les concernent pas. Alors moi je sais qu'effectivement ça va mieux, mais bon, est-ce que tu peux confirmer qu'il y a des progrès dans ce sens-là? Et surtout il faisait état de la loi Boni, de la nécessité pour tout trafic nouveau ou tout industriel qui s'implante de discuter au préalable. Et là-dessus, il constate que malheureusement, ce n'est pas un réflexe a priori et que souvent les industriels, si ce sujet n'est pas anticipé, se retrouvent confrontés avec des difficultés sur le terrain. Donc voilà, c'est sur ces deux aspects-là, à la fois l'investissement, l'adaptation, hein, et sur le sujet social, je souhaitais que tu puisses réagir par rapport à ces questions d'Olivier de la Laurencie. Très bien, merci. Peut-être qu'on va enlever auparavant la page du manifesto. Voilà, merci beaucoup. Écoute, puis Jean-Pierre Chalut, président de l'UPF, je pense, complétera aussi ce que je peux dire à ce sujet. En ce qui concerne l'investissement sur le domaine public maritime, la loi LOM, en ce qui concerne les conventions de terminal, ont apporté pas mal de choses et permettront de mieux sécuriser l'investissement, puisque vous savez que dans un port aujourd'hui, enfin dans le domaine public, d'une manière générale et maritime bien sûr, quand on investit aujourd'hui, on n'est pas réellement propriétaire de son bien. On est on va dire un usufruitier. On investit, mais on a l'usage du bien pour lequel on a investi, parce qu'il reste malgré tout, il y a un lien très fort entre le gestionnaire du domaine et l'État et le bien. Donc en fait, tout ça c'est un souci. Quelqu'un qui construit une usine avec un objectif de 30 ans ou 50 ans, le bien, il n'en est que, encore une fois, que l'usager. Voilà. Enfin bon, donc ça c'est un souci de fond qu'on n'a pas complètement réglé sur le fond, parce que ça concerne vraiment les lois sur la domanialité d'une manière générale. Sur le plan, donc après, il faut trouver effectivement par le contrat qui lie, par l'autorisation d'occupation, le contrat d'occupation temporaire, on peut dire des choses, mais on ne peut pas tout résoudre par ce contrat. Ça, c'est sur l'investissement. Sur le social. Sur le social, et surtout en ce qui concerne les industriels, puisque c'est là la question de la Laurencie est à ce sujet, les industriels bénéficient du fait de la loi Boni, qui est une loi qui a permis de clarifier
clarifié la loi de 93 qui avait mensualisé les ouvriers dockers dans les entreprises de manutention, etc. Elle a permis de clarifier certaines choses qui n'étaient pas complètement claires après la loi de 92. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi, autrement que ces clarifications? Il y a aussi une charte pour les nouvelles implantations industrielles qui est dans la loi et qui prévoit que lorsqu'un industriel veut s'installer dans un port et qu'il souhaite utiliser en partie de la main-d'œuvre docker, qui sont donc les ouvriers des entreprises de manutention, il est dit qu'il est... Alors, c'est pas surtout pas obligatoire, mais c'est quand même dans la loi. On doit signer une charte. Cette charte, les parties signataires sont l'autorité portuaire, le syndicat, le ou les syndicats de main-d'œuvre et on va dire l'association, le syndicat des manutentionnaires du port considéré. Et ce qui est important dans cette charte, autrement que de dire quelles seront justement, quelle est la partie, on va dire, au moment de l'interface terre-mer qui sera confiée à une entreprise ou des entreprises de manutention, il est clairement dit dans cette charte, et ça doit être inscrit, puisqu'encore une fois, ça fait partie de la loi, qu'en certaines contreparties, il doit y avoir des engagements de compétitivité et de fiabilité pour ces flux terre-mer. Donc, il est important qu'effectivement, avant les implantations, en cours d'implantation, mais plutôt on le fait, mieux c'est, de bien définir quelles seront les prestations effectuées par les entreprises de manutention, de telle manière à ce que l'industriel, bien sûr, est signataire, excusez-moi, j'ai oublié le quatrième et quel principal, l'industriel saura qu'en face, il aura normalement non seulement une fiabilité, mais aussi une compétitivité pour ses prestations. Donc voilà le point de la loi Boni qui n'est pas forcément connu, mais en tout cas, il concerne les implantations industrielles. Et je peux donner un exemple que j'ai autour de moi ici au Havre pour les deux grandes implantations industrielles, aussi bien sur la partie des embases qui sont en cours de construction pour le champ de Fécamp que pour l'énorme usine Siemens Gamesa. Les deux chartes ont été signées par l'ensemble des partenaires de la place. Voilà. Et je pense que maintenant, il n'y a plus d'ambiguïté. Voilà. Merci Christian. Éclaircissement. Avant de passer la parole à Jean-Pierre Chalut, juste une petite précision. Vous pouvez poser des questions sur le chat auxquelles les participants répondront à la fin de leurs interventions. Je vais donc demander à Jean-Pierre Chalut, enfin d'abord te remercier Jean-Pierre d'être avec nous. Je pense qu'il est relativement tôt en Guadeloupe et qu'être présent à 4 ou 5 heures du matin, c'est extrêmement sympathique de ta part. Te demander peut-être de réagir aux propos tenus par Christian il y a quelques secondes ou te poser quelques questions sur les enjeux et les défis pour les ports, en quoi la stratégie nationale portuaire qui a été présentée lors du CIMER de janvier 2021 y répond. Je ne sais pas par où tu préféreras commencer, mais je te laisse la parole. Merci Francis, et merci aux trois fondateurs des Shipping Days pour leur invitation. Effectivement, pour moi, ça sera une grande journée, mais enfin, c'est une grande journée quand on se trouve aux côtés de tels acteurs, et notamment de mes amis Rochelais, puisque j'ai une petite histoire avec nos amis Rochelais, qui se poursuit d'ailleurs quelquefois au travers du sport. Peut-être, oui, juste un mot avant de démarrer sur la partie défis environnementaux. Sur la partie investissement, enfin, je crois que Christian l'a fort bien dit, mais le sujet de la domanialité publique n'est pas un frein. En tout cas, il ne faut pas le considérer comme tel. D'ailleurs, l'exemple cité en tout dernier qui permet l'implantation d'industries autour des énergies marines renouvelables est un très bon exemple pour montrer qu'effectivement, c'est possible. Et on a eu ces derniers temps beaucoup d'annonces d'implantation d'industriels, d'anthropologistique, notamment au Havre ou autres, qui montrent que il y a une dynamique et qu'en maniant correctement l'ensemble des outils et le cadre dans lequel on se trouve, on arrive à faire collectivement un certain nombre de choses pour développer de l'emploi et développer de la valeur ajoutée sur nos différents territoires. En matière de social, je crois qu'il faut saluer quand même depuis pratiquement une dizaine d'années, j'allais dire,
une fiabilité qui est quand même à la hausse, une qualification de la main-d'œuvre avec notamment des plans de formation qui sont portés par l'UNIM et les différents acteurs qui sont importants et qui montrent aussi la qualification de notre main-d'œuvre. Donc la compétitivité, elle passe effectivement par ce qu'on va mettre le terme fiabilité sociale, que très souvent on traduit par les conflits sociaux, mais je pense que ça ne se limite pas à ça. Il y a une qualification de la main-d'œuvre qui est importante. Vous l'avez tous plus ou moins dit tout à l'heure, mais la réactivité dont les places portuaires ont su faire preuve pour continuer à faire tourner les ports pendant les crises sanitaires, les différentes vagues ont montré qu'il y avait une volonté collective d'avancer dans toutes ces dimensions, hein, côté autorité portuaire, côté manutentionnaire, côté salarié, dans toutes leurs dimensions sur les places portuaires. Donc je crois qu'il faut le saluer, les différents services, hein. On peut parler des pilotes, des remorqueurs, de l'amanage. Tout le monde a su se mobiliser pour travailler autour de ça. Donc il y a une dynamique sociale autour des ports, c'est clair, mais elle est pour moi plutôt enrichissante et positive. Alors ça passe par beaucoup de dialogue, effectivement. Mais finalement, si on n'aimait pas ça, on ne serait pas dans les ports. Donc peut-être quelques éléments. D'abord, l'Union des ports de France, en 2 ou 3 mots. C'est une association professionnelle qui représente les exploitants de ports français. Nous sommes maintenant 44 membres actifs de tout statut, un grand port maritime, un seul port autonome maintenant depuis la création du grand port fluvio-maritime d'Aropa, mais également des ports concédés et délégués, tant en métropole qu'en outre-mer. Donc une belle association avec des dimensions très variables d'un port à l'autre, des enjeux très variables d'un port à l'autre. Très souvent, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un port. Alors, on le définit souvent par ses infrastructures, mais de plus en plus, on voit émerger la notion d'organisateurs de services qui sont liés à des activités, à des trafics maritimes, qui soient régionaux ou interocéaniques. Donc là aussi, beaucoup de dimensions. Ce sont des nœuds logistiques, ce sont des nœuds industriels, des nœuds énergétiques, mais également numériques. Donc c'est finalement un vaste ensemble de défis qui sont posés à nous collectivement et sur lesquels nous travaillons. Ce sont également très souvent des entités qui sont intégrées dans des espaces urbains ou des espaces naturels, quelquefois les deux, ce qui nous rend le plus souvent acteurs de la préservation de l'environnement. Et personnellement, je crois que c'est une des belles avancées de la loi de 2008 pour les grands ports maritimes, qui les rend gestionnaires des espaces publics. On a souvent le débat de savoir faut-il vraiment être là-dedans. En fait, les ports sont très souvent une incarnation de ce que veut la société. Et donc, on a cette partie, j'allais dire, développement durable, environnemental, qui prend de plus en plus de place, mais qui vient aux côtés des sujets économiques et logistiques. Mais ce sont avant tout, et on vient de le dire il y a quelques instants, des moteurs de croissance, et puis qui veulent prendre leur place dans les transitions auxquelles nous sommes confrontés en matière écologique ou énergétique. Nos principales missions côté fédération professionnelle sont assez classiques, hein, c'est animer notre réseau, c'est représenter nos différents adhérents et puis les défendre par rapport aux différents sujets qui sont posés. On a l'habitude, et j'ai Michel Puraza, un de mes administrateurs, de travailler en commission, donc une commission des affaires sociales, commission environnement, commission des affaires européennes, qui ensuite viennent alimenter nos réflexions et permettent de progresser tous ensemble. Dans les différentes réflexions que nous avons conduites, notamment au sein de notre conseil d'administration, on a identifié au moins 3 natures de défis. Des défis environnementaux, des défis économiques et logistiques, et également des défis numériques. Il y en a sans doute bien d'autres, mais le temps étant compté ce matin, et puis il faut faire un certain nombre de choix dans nos présentations, j'ai plutôt choisi de me concentrer sur ces 3-là. En matière de défis environnementaux, on a tout d'abord un contexte extrêmement lourd aujourd'hui, positivement lourd, hein, j'allais dire, en matière de décarbonation, de transformation autour des sujets liés à l'énergie et d'intégration territoriale. Ça s'illustre de différentes façons du côté de nos ports, avec aujourd'hui, depuis plusieurs années, le déploiement des énergies marines renouvelables. Christian y faisait allusion, nos amis Rochelet également, sur les différentes installations qui ont été produites. On a d'ailleurs édité en 2020, en début d'année 2020, en partenariat avec le cluster maritime français et avec l'Observatoire des énergies de la mer, un petit fascicule qui montre comment les ports français ont investi, se sont structurés pour répondre à cette demande qui est émergente depuis, on va dire, les premiers problèmes posés remontent à 2009, 2010 en gros. Donc on est sur quelque chose qui date d'une dizaine d'années et dont on voit aujourd'hui qu'il y a une puissance derrière et sur lesquelles, avec les différentes associations, la Fédération des énergies renouvelables, le syndicat des énergies renouvelables, on a
regarder tous ensemble comment traiter les sujets d'aménagement là-dessus. On retrouve derrière cette thématique-là également la nécessité de développer des mix énergétiques à zéro ou faible émission sur nos places portuaires. Et je crois que l'exemple Rochelet est assez sympathique, puisque vous êtes collectivement engagés, si je ne me trompe pas, dans une démarche d'agglomération à zéro émission. Enfin, donc, il me paraît qu'une démarche intéressante et qui montre que l'écosystème évoqué par Christian de Tinguy tout à l'heure parle d'ailleurs à l'intérieur du périmètre portuaire, mais est également plus large. On peut travailler avec nos territoires de manière imbriquée, de manière plus ou moins proche. On a également plusieurs ports qui sont lancés dans des démarches d'économie circulaire et d'écologie industrielle territoriale. Là aussi, les échelles sont différentes selon les territoires, et selon la caractéristique des différents écosystèmes portuaires, plus ou moins industriels, plus ou moins énergétiques, plus ou moins carbonés, dans lesquels les ports sont quelquefois beaucoup plus intégrés dans leur secteur urbain. Donc les problématiques sont extrêmement différentes. On a également toutes les démarches avec les armateurs, avec les incitations financières. Plusieurs de nos adhérents portent des démarches qui s'appellent ESI, Environmental Shipping Index, qui visent à, entre guillemets, récompenser ou saluer les armements les plus vertueux en matière environnementale. On voit aujourd'hui la pression extrêmement forte qui est exercée, j'allais dire, par les territoires notamment autour des croisières, etc., les débats qu'on voit émerger un petit peu partout en Europe. Toujours dans cette thématique de défis environnementaux, on a les questions autour de la biodiversité. La question on posait tout à l'heure le sujet des investissements qui doivent être portés. Alors, on a vu la question des industries de la manutention. Les ports doivent également préparer leurs espaces pour accueillir des activités futures. Et nous sommes confrontés à un sujet qui est extrêmement intéressant, puisqu'on a autour de tout ça une démarche autour du zéro artificialisation nette qui se profile. Nous sommes de toute façon tous les uns et les autres plutôt dans une logique de reconstruire ou de réaménager le port sur le port. Il ne s'agit pas d'artificialiser pour le plaisir de le faire. En tout cas, à mon sens, on est en ce moment confronté à des éléments dans lesquels on doit continuer d'investir, mais on doit continuer d'investir de manière raisonnée et avec une certaine sobriété en matière de consommation foncière. Donc c'est un beau défi. Derrière tout ça, on a également la question de la lutte contre les effets du changement climatique. Tous les ports seront à court terme ou moyen terme confrontés à la question de l'élévation du niveau de l'eau. Et donc nous avons des éléments sur lesquels on doit réaménager nos différents espaces. Tous les territoires littoraux y sont confrontés. Et je pense que c'est un sujet qu'on doit traiter à une certaine échelle. Christian faisait allusion au comité France Maritime, qui évoque ces sujets-là d'ailleurs, qui sont des sujets qui sont également travaillés autour du Conseil national et qui sont des éléments sur lesquels collectivement, pour que à la fois ces activités économiques, des sujets environnementaux et des sujets tout simplement de zones d'habitation trouvent une réponse collective intéressante. En matière de multimodalité, on peut retrouver également ce sujet avec les aménagements par les ports d'infrastructures pour le fluvial et le ferroviaire. Beaucoup d'exemples également là-dessus. On a tout ça fait écho d'ailleurs à la stratégie nationale portuaire qui a été publiée en début d'année à l'occasion du CIMER, comité interministériel de la mer, et qui vise de porter à 30% la part des modes massifiés à l'horizon 2030. On a également l'engagement collectif qui a été pris de contribuer à la neutralité carbone à l'horizon 2050, tel que le prévoient les politiques publiques aujourd'hui. Deuxième défi, c'est des défis logistiques et économiques. On doit collectivement assurer la fluidité de nos opérations. On doit également l'industrialisation de notre territoire. Christian l'a fort bien dit, puisque on ne veut pas simplement voir passer des flux. Bien sûr qu'il faut aller plus loin et plus efficacement. Mais on doit également fixer de l'activité sur et à proximité des ports. Et notamment quand on a aujourd'hui sans doute de grandes évolutions à venir autour de l'énergie, du pétrole, des restructurations diverses et variées qui existeront sur nos territoires. Et tout ça, ça passe par une attractivité du foncier portuaire qui doivent permettre l'implantation de nouvelles activités. Donc, on évoque à demi-mot, mais enfin, la question de la fiscalité du foncier n'est pas neutre. Et il faut savoir que depuis,
j'allais dire, très prochainement, l'ensemble des ports français seront soumis à la fiscalité. C'était le cas il y a quelques années, ou très partiellement sur quelques années. Et donc, nous aurons à partir de 2024 cette fiscalité du foncier qui va s'accompagner. Changement assez majeur dans notre paysage et dans la structure de nos coûts. On a également derrière tout ça la question des procédures d'autorisation des projets d'aménagement. Aujourd'hui, c'est très long. Et donc, nous militons pour avoir des sites qui soient clés en main, notamment dans l'esprit de la démarche lancée par le gouvernement qui s'appelle Choose France et qui doivent permettre à des industriels de la visibilité sur du court terme. On essaye de pousser aussi une logique de zone économique spéciale pour pouvoir accueillir les industries vertes. Et donc, ce sont de beaux sujets qui nous attendent demain. Donc là aussi, un écho avec la stratégie nationale portuaire qui vise d'accroître les parts de marché des ports français à l'horizon 2050 de 80%, donc dans le fil de ce qui a été évoqué tout à l'heure au travers de la charte nationale qui a été signée en octobre 2020 et de développer un certain nombre d'emplois également supplémentaires. Le dernier défi dont j'avais prévu de vous parler, c'est le défi numérique. Et là aussi, la stratégie nationale portuaire en fait un chapitre qui est extrêmement intéressant avec une dématérialisation totale des formalités déclaratives liées au passage portuaire, des navires et de la marchandise à l'horizon 2050. C'est pas à Frédéric Moncani que je vais apprendre tout ça, une problématique autour de la cybersécurité sur laquelle nous devons être particulièrement attentifs collectivement avec France Cyber Maritime qui a été créée il y a 1 an tout juste ou quelque chose comme ça, et donc sur lesquels on a également co-travaillé, j'allais dire, avec les services de l'État, du ministère de la Transition écologique et de la DGITM, un guide des bonnes pratiques sur les ports cybersécurisés, qui est un guide qui a été publié tout récemment. Donc tout ça montre que nos ports sont, j'allais dire, plutôt en marche avec leur écosystème. J'aime bien cette expression utilisée par Christian. Il faut trouver dans nos rôles respectifs le mode opératoire le plus fluide possible, qui permet de donner de la visibilité, de travailler sur les sujets de moyen et long terme. En tout cas, il est clair que pour les ports et ses acteurs, le monde change et que la question notamment de la décarbonation sera un élément extrêmement structurant de nos paysages. Donc, à nous de travailler dans nos perspectives prochaines et au travers de la future édition des Shipping Days à venir, dont vous nous parlerez sans doute tout à l'heure. En tout cas, encore merci pour votre invitation. Merci Jean-Pierre. Je pense qu'un nouveau défi apparaît sur le chat. Je vais te poser la question dans quelques secondes, avant de passer la parole à Frédéric Moncani, qui, je pense, souhaitait également revenir sur la question des EMR. Donc, on a reçu une question sur le chat qui dit « Bonjour, les ports vont perdre des types de vrac industriels du fait de la transition écologique. Comment vont-ils pouvoir adapter leur business model ?» C'est vrai que quatrième défi. Disons que c'est peut-être une conséquence des 3 premiers, parce qu'on est effectivement, clairement, mais je pense que les ports français, comme les ports européens, ont connu une phase de développement qui était liée au trafic énergétique et notamment du pétrole. Les ports se sont développés sur cette base-là, et il est clair que ces éléments-là vont évoluer. Ne pas négliger la question des biocarburants, des carburants de synthèse, etc., qui seront des perspectives de développement importantes. Notre modèle économique est effectivement aujourd'hui très carboné. Et il est très lié pour les ports, dans notre modèle économique, comment gagne-t-on notre vie? En louant du foncier. On revient un petit peu sur la question évoquée tout à l'heure par Christian sur comment le rendre attractif, si on doit le mettre de manière un petit peu plus large. Et nous avons du variable autour de nos trafics. Donc, lié à la marchandise, lié aux navires qui nous fréquentent. Et il est clair qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un petit peu moins de trafic de certains produits. Et donc, à nous d'adapter notre modèle là-dessus. La partie des EMR apporte un début de réponse, mais en tout cas, en tonnage, ne compense pas. Donc, on ne peut pas se contenter de mesurer l'activité des ports en nombre de millions de tonnes et en nombre de conteneurs. Il y a effectivement cette question de la valeur ajoutée, d'une contractualisation avec nos territoires, sans doute à trouver pour porter ces éléments de transition, puisque la question de l'électrification de quais, j'en ai pas parlé, est un élément important. Donc, il y a plusieurs régions qui soutiennent les ports français pour s'équiper. La question du modèle économique qui est associé à tout ça reste encore à définir, j'allais dire, place par place. Donc, de beaux défis, effectivement.
Merci Jean-Pierre. J'en profite pour, avant de passer la parole à Frédéric, d'interroger Christian sur ce point-là, côté des manutentionnaires, en fait, cet aspect transition, transformation, comment est-ce que tu appréhendes ça? Et puis j'en profite aussi pour faire état d'une question de Jean-Christophe Long par rapport à justement cette notion d'incitation des acteurs privés et comment vous chassez en meute avec les ports par rapport à ce point-là. Et est-ce que la notion de port franc peut apporter des choses, notamment pour les ports de la Manche? Allez, Christian, je te laisse la main. Oui, merci Michel. Oui, effectivement, la manutention a pris de plein fouet la décision de fermer les centrales au charbon, comme vous le savez, hein, en dehors de celle du port de Nantes-Saint-Nazaire, hein, de Cordemais, les autres ont fermé. Et donc, toute la manutention qu'il pouvait y avoir pour le déchargement des flux de charbon s'est arrêtée du jour au lendemain. Je dirais heureusement, c'est tombé à un moment où ces ports-là, c'est-à-dire Dunkerque, Le Havre et Fos, ont eu en contrepartie des trafics nouveaux, et principalement dans les conteneurs, et puis pour Le Havre, partiellement pour les éoliennes, mais ce n'est pas les éoliennes en termes on va dire, d'heures de main-d'œuvre qui va compenser ce qu'il pouvait y avoir dans le charbon. Donc, finalement, ces dossiers-là ont pu être réglés, ils sont réglés d'ailleurs aujourd'hui. Les entreprises de manutention ont pu soit transférer, soit réutiliser sur d'autres affaires le personnel qui était affecté jusqu'à présent sur les navires de charbon. Donc c'est une chance. Bon, il restera celui de Nantes-Saint-Nazaire à traiter, mais c'est pas immédiat. Donc là, on a eu notre part aussi dans la transition écologique. En ce qui concerne les ports francs anglais, nous sommes effectivement très inquiets pour les ports de la Manche, en particulier Le Havre à nouveau, parce que les Anglais démarchent les industriels. Ils démarchent les industriels de toutes sortes pour dire venez chez nous, on rase gratis. Je dirais la réponse est à l'étude. Le Premier ministre, lors du CIMER, on avait parlé, du dernier CIMER, on avait parlé. Il y a une étude en cours qui n'a pas encore rendu ses conclusions. Là aussi, je pense qu'il va falloir serrer les coudes ensemble pour qu'on n'arrive pas à la conclusion que tout existe déjà et que tout va très bien et que tout est possible déjà dans les ports français. Donc, il n'y a rien à faire de plus. Si, il y a vraiment à faire de telle manière à ce qu'on puisse répondre à une attaque assez forte. Encore une fois, ça concerne les industriels et vous savez que les ports français ont besoin de réindustrialiser et la France d'une manière générale, mais on sait que la France se réindustrialisera principalement dans les ports. Les industries vont malheureusement plus se situer à Saint-Jean-de-Maurienne ou à Clermont-Ferrand. Ce sera dans les ports qu'elles vont se construire. Donc c'est bien là qu'il faut favoriser et c'est là qu'il faut apporter des réponses aux attaques des Anglais. Merci Christian. Le fait de citer Clermont-Ferrand fait sauter l'un des intervenants, mais merci en tout cas pour ces éclairages. Frédéric, par rapport aux EMR et donc de la manière dont on se positionne dans ce domaine-là, et puis si tu en es d'accord, tant que tu auras le micro, nous faire état un peu de ce qui va se passer très prochainement. Hein. Donc nous, tout d'abord ici à La Rochelle, on est heureux de recevoir effectivement dans le cadre de la présidence de la France par la France de l'Union européenne, la rencontre des ministres de la mer à La Rochelle, mais quelques heures après, en fait, il va se passer quelque chose à Brest. Donc, si tu peux nous en toucher 2 mots également. Voilà. Merci Frédéric. Je te laisse la main. Oui, pardon, merci Michel. Effectivement, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur les énergies marines renouvelables. Évidemment, pour abonder dans le sens qui a été dit, que l'équilibre économique des ports, et je me garde bien, étant beaucoup moins expert que vous tous autour de la table, mais passe quand même par une réindustrialisation très forte. Et je crois qu'il faut toujours avoir un coup d'avance. Et je fais un peu écho à ce que disait, ou du moins à ce que te faisait dire Olivier de la Laurencie. L'augmentation des EMR va nécessiter beaucoup de place dans les ports, va donner du travail. Mais il faut vraiment mettre ça en regard avec les éoliennes flottantes. Aujourd'hui, on connaît bien le sujet du posé.
Comme l'a dit Christian, ça compense quelque peu un peu les trafics. Mais le flottant, qui, à nos yeux, a vraiment un très gros avenir de développement, nécessitera encore plus de place, encore plus de manutention, encore plus de… et le Shipping Day, c'est quand même le rendez-vous du colis lourd quelque part. On est vraiment dans cet axe-là. C'est quelque chose qui a été souligné dans le dernier rapport de RTE, cette importance que vont jouer les ports dans la filière de l'éolien flottant. Et donc, je voulais vraiment appuyer là-dessus, d'autant que dans le cadre du Fontenoy du Maritime, qui a été initié par la ministre de la Mer, celle-ci m'a confié une deuxième mission qui est en cours, de voir comment on peut mieux organiser l'écosystème maritime autour des énergies marines renouvelables. Si on est tous conscients que les industriels sont là, que ce soit à Saint-Nazaire, que ce soit au Havre, on voit encore qu'on peine ou qu'on n'est pas au bon niveau en termes de services maritimes, de pavillon français ou du moins français, et qui est un très fort facteur d'acceptabilité sociale et sociétale. Donc voilà, mon propos était de souligner cette arrivée probable dans maintenant 5 ou 6 ans des premiers vraiment structures importantes de l'éolien flottant, et qui est absolument impératif et de notre intérêt à tous que les ports se préparent à cette arrivée où on aura encore une fois sur toute la façade besoin sur toutes les façades besoin de place, besoin de manutention, besoin d'espace pour construire, tracter et emmener. Voilà, ça c'était vraiment sur l'énergie marine renouvelable. Alors sur la deuxième question que tu m'as posée, effectivement, il faut se rappeler que lors du congrès mondial de l'Union de conservation de la nature, l'UICN, à Marseille, le président de la République a annoncé un sommet des océans qu'on appelle maintenant le One Ocean Summit, et qui se tiendra à Brest les 9, 10 et 11 février. Le 11 février étant la journée où les chefs d'État et de gouvernement se rencontreront, je dirais un peu sur un modèle de COP. Voilà, c'est un sommet des océans où ceux-ci vont s'engager sur un certain nombre de mesures pour préserver, restaurer les océans, et par là même évidemment les activités maritimes, les activités économiques maritimes ont une forte place à tenir dans ce sommet, qui sera donc précédé le 9 et le 10. Alors le 9, il y a une collision de calendrier, puisqu'il y a aussi le sommet social qui se tient à La Rochelle, mais en même temps, il y aura des ateliers, des forums, et on est en train de caler tout cela avec notamment Olivier Poivre d'Arvor, qui est la personnalité en charge d'organiser cela, sur des ateliers, alors notamment la transition éco-énergétique, et ça a été cité tout à l'heure. Il y en aura sur les industries de la mer. Je les cite de mémoire, évidemment, je ne serai pas exhaustif. Il y en aura sur les métiers, sur la féminisation, etc. Mais donc, tout le but de ces ateliers est de proposer des chemins, des décisions, des engagements qui seront portés au One Ocean Summit, donc encore une fois le 11 février, pour que, quelque part, on construisent, et c'est la volonté du président de la République, notamment dans le cadre de la PFUE, puisque c'est un événement PFUE, construisent une séquence mondiale maritime sur les années qui vont suivre derrière. Voilà. Merci Frédéric. Alors j'interviens un petit peu brutalement, mais il est possible que les choses s'interrompent d'elles-mêmes dans 49 secondes, puisque nous avions un timing très précis. C'est l'avantage de la visio. On a tous appris maintenant à commencer nos réunions à l'heure et à les finir en temps. Donc, si nous devons nous quitter sans plus de délai dans 30 secondes, je vous remercie absolument sincèrement tous de vos interventions pertinentes et passionnantes. Merci à nos, je ne sais pas comment on dit, suiveurs, à tous ceux qui ont participé au chat et qui ont également écouté de leur bureau notre webinaire d'aujourd'hui. À bientôt pour des nouvelles concernant Shipping Days, avec une édition 2022 dont il est dit reportée. Mais merci en tous les cas, les sujets sont intéressants.
et mérite d'être Et puis on se retrouve à Brest alors. traité de la sorte. Ok. À La Rochelle, à Brest ou sur un terrain de rugby. Merci, bonne journée. Et à plus tard. Merci beaucoup. Bonne journée à Merci, tous. au revoir. Au revoir. Au revoir. Xavier. Il y a peut-être des autres.